La TVT au cœur de l'information. Le Togo compte accroître sa couverture forestière. Le dérèglement climatique est aussi dû à la déforestation galopante. La restauration des paysages forestiers s'avère indispensable. Le ministre en charge des ressources forestières a pris son bâton de pèlerin. Il est allé tout expliquer aux planteurs privés et a demandé leur accompagnement. Vous l'entendrez. Le Covid-19 existe-t-il vraiment? Certains n'y croient toujours pas. Il suffit de faire un tour au CHR Lobé Commune. Une de nos équipes s'est rendue dans la zone dite rouge. Elle a suivi une opération de réanimation d'un patient. Et puis, le guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux a tiré sa révérence vendredi. Les Toufan et Toto Patrick ont réagi suite à ce décès. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Ces dernières années, on note une baisse de rendement, de production du café et du cacao. Le Conseil interprofessionnel de la filière café-cacao prend la mesure de la situation. Il a entamé une campagne de remobilisation des producteurs. Direction Wawa, dans les plateaux, des conseils utiles ont été donnés aux producteurs afin qu'ils adoptent de bonnes pratiques culturelles. Sylvain Abdou. Le Conseil interprofessionnel des filières café-cacao, dans une dynamique, a mené les producteurs à accroître leur système de production de ces deux principales cultures de rente au Togo. Puisque ces dernières années, le constat fait aujourd'hui par la CICC, c'est la baisse progressive de la production et il faut remonter la pente afin d'atteindre la vision du gouvernement, celle de produire à l'horizon 2022 15 000 tonnes de cacao et 25 000 tonnes de café. Nous voulons contribuer à l'amélioration de la productivité au niveau des producteurs à la base. Et ceci, vous le savez bien, le gouvernement a une feuille de route. Et pour ce qui concerne l'agriculture, il y a un objectif qui est visé et pour lequel les cultures des spéculations, le ministère doit tout faire pour apporter un changement significatif dans la productivité en améliorant les rendements, la productivité d'au moins 10% chaque année. Ce qui témoigne même de cette campagne de sensibilisation à l'endroit des producteurs de café et cacao, une sensibilisation destinée à les outiller sur l'importance des entretiens courants sur la productivité. Un engagement pour toucher, selon la CICC, plusieurs producteurs pour une bonne marche de la filière. La productivité des cacaoyers, des caféiers est toujours en baisse d'année en année. L'objectif visé est de sillonner les 70 cantons dans les 8 préfectures où on produit le café cacao au Togo et visiter les producteurs de café cacao de 140 localités. Et on vise toucher près de 4000 producteurs à la fin de la tournée. Les conseils et les orientations données aux producteurs ont donc réjoui plus d'un. Je suis aussi très content par rapport à l'arrivée de CICC pour nous parler de comment nous devons améliorer notre production, comment nous devons maintenir nos champs pour avoir un rendement meilleur par rapport aux années précédentes. Avec leur formation, avec leur conseil, cela nous a fait que aussi nous sommes très contents par rapport à ça, d'augmenter aussi nos efforts pour améliorer notre production. Plusieurs localités ont donc été sillonnées, notamment Kwetebena et Kessibo dans le Wawa, afin de toucher nombre de producteurs en vue d'un meilleur engagement pour davantage booster la production. L'entrepreneuriat a le vent en poupe au Togo. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ continue d'accompagner les jeunes porteurs d'idées d'entreprise. Il a justement formé mercredi à Lomé 500 chefs d'entreprise artisanales issus d'une trentaine de corps de métiers sur l'entrepreneuriat et le management. Et ces 500 chefs d'entreprise vont pouvoir
Tout savoir sur l'entrepreneuriat et le management. Solange Amandé et Clarisse Atticlé. Plus de 150 personnes sont conviées à mettre à jour leurs connaissances à cette session. Au bout de 3 jours, ces couturiers, en majorité des femmes, partiront d'ici bien aguerris pour les nouvelles techniques liées à leur métier. Les artisans qui participent à ce séminaire de formation vont maîtriser toutes les valeurs entrepreneuriales, c'est-à-dire la créativité, le leadership, le sens de responsabilité. Ils seront également sur le management, c'est la planification de l'activité, l'organisation de leur atelier également, la direction et également le contrôle de leur entreprise. Donc, qui sont les fonctions clés de management. Donc voilà, et au-delà du conseil qui sera expliqué, il y aura des outils qu'on va leur enseigner. Parce que pour gérer une entreprise, tout le monde peut créer une entreprise, mais tout le monde n'est pas censé bien gérer son entreprise. Ce que nous attendons, cette formation, on nous promet pour que ça soit réalisé. Des fois, on fait certaines formations et on n'arrive pas à avoir les équipements. Mais nous demandons notre État pour que cette formation nous donne beaucoup de choses. La formation va prendre en compte plusieurs corps de métier. 500 artisans du Grand Lomé vont en bénéficier. Elle est initiée par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges en collaboration avec la direction de l'artisanat. Très souvent, nous créons nos entreprises sans pouvoir maîtriser les rouages pour avoir les papiers requis pour pouvoir exercer correctement. Donc, grâce à cette formation, nous aurons à comprendre les rouages qu'il faut passer pour pouvoir acquérir les pièces nécessaires pour avoir son atelier. Et aussi, la manière que nous gérons nos entreprises va changer parce que nous aurons à apprendre de nouvelles techniques de gestion, de management et ça nous permettra aussi de gagner de l'argent. La formation devra couvrir toutes les régions du Togo. Elle permettra aux artisans de professionnaliser davantage leur métier. Ces 30 dernières années au Togo, la dégradation forestière a pris le pas sur le reboisement. À peu près 5 millions d'arbres sont coupés chaque année. Le gouvernement veut procéder à une extension du couvert végétal. L'objectif d'1 milliard de plants pour les 10 prochaines années est fixé. Le ministre en charge des ressources forestières l'a signifié aux planteurs privés. Solange Amandé, Anita Tigakou, reportage. Le gouvernement togolais projette atteindre à l'horizon 2025 un taux de couverture forestière de 25%. La réussite de ce projet passe par la mise en terre des plants. 1 milliard à l'horizon 2030. Les planteurs privés adhèrent à cette politique. Cet appel lancé par le gouvernement est un bon appel parce que nous constatons à partir de cet instant que la collaboration qui a déjà démarré entre nous depuis quelques années va se renforcer. Nous allons voir ensemble avec le gouvernement comment est-ce que nous pouvons ficeler les choses pour que l'objectif prévu soit atteint. Nous, les planteurs privés, nous sommes sentis très honorés que le gouvernement ait reconnu nos initiatives. Nous allons conseiller le gouvernement de s'appuyer sur les 117 communes qui sont créées, de s'appuyer sur toutes les directions régionales, tous les services, les universités, les établissements. Les planteurs privés s'engagent. Une détermination manifeste, mais non sans difficulté. À l'étape actuelle, des dispositions s'annoncent pour mieux faire. Ce que le ministère attend concrètement de ces planteurs, c'est de pouvoir connaître au mieux l'activité qu'ils sont en train de mener. Quels sont les acquis depuis qu'ils mènent cette activité? Quels sont actuellement leurs besoins? Et quelles sont les solutions, les approches de solutions pour pouvoir participer effectivement à la réalisation de l'ambition. Donc au cours de cette réunion, il y aura un certain nombre d'échanges pour avoir une stratégie concertée pour aller de l'avant. Au-delà de l'exploitation industrielle du bois, le gouvernement veut mettre en place des mesures incitatives pour encourager les acteurs. Il ne s'agit plus, à notre avis, de chercher à savoir comment nous allons collaborer, c'est-à-dire le ministère et vous, secteur privé, mais tout simplement comment créer les conditions
pour que vous portiez cette ambition de 1 milliard d'arbres d'ici 2030, vous êtes mieux placé pour connaître les techniques de mobilisation des terres et des moyens et l'accompagnement nécessaire pour y arriver. Le gouvernement a créé des conditions pour que l'achat de ces produits soit garanti sur place. Des discussions franches et sincères sur vos attentes en vue de consolider la collaboration et le partenariat indispensable à la réalisation de l'ambition du chef de l'État. La promotion de la foresterie privée contribue à augmenter la couverture forestière et accroître les écosystèmes pour le bien-être des populations. La production des déchets solides et liquides pose de sérieux problèmes d'insalubrité, surtout dans les milieux urbains. Et pour éviter que ces déchets n'envahissent notre espace et bouchent de surcroît les caniveaux, Dr Kronital a présenté une thèse. Il propose une caractérisation physico-chimique des déchets bio-urbains. Quels sont les avantages qu'on peut tirer de cette méthode? Clarisse Atikla a voulu en savoir. Reportage. Nous sommes chaque jour de plus en plus envahis par les déchets aussi bien solides que liquides. Les milieux urbains restent les endroits par excellence de la concentration de ces déchets. Faute d'un schéma directeur ou d'une bonne gestion de ces déchets, ils se retrouvent dans les caniveaux. Et résultat, des inondations à répétition. Les chercheurs préconisent donc une caractérisation physico-chimique des déchets urbains solides et liquides, notamment leur valorisation. On parle de caractérisation physico-chimique pour faire allusion à la composition du gisement de déchets et aux polluants contenus dans ces déchets. Il y a deux possibilités de valorisation des déchets, notamment le co-compostage et la co-digestion. Pour le co-compostage, il s'agit de quoi? Il s'agit de mélanger les fractions fermentescibles des déchets solides et des boues de vidange séchées. Au lieu que les populations utilisent des boues séchées pour amender leur surface de production au niveau de l'agriculture et du maraîchage, on pourra maintenant produire un engrais naturel en mélangeant ces substrats. Et en 3 mois, on a un compost qui est stabilisé, qui est dépourvu de microbes ou de germes pathogènes. Au niveau de la co-digestion, il s'agit de produire du biogaz à partir des boues de vidange, des boues des fosses septiques publiques et des fractions fermentescibles des déchets solides. Alors, lorsqu'on va produire du biogaz, cela va permettre, après des étapes de purification, on va obtenir le biométhane qui pourra servir de combustible. La mauvaise gestion des déchets solides et liquides a en effet un impact négatif et non des moindres sur la vie et la santé des populations. Les plans d'eau en pâtissent souvent. Le cas par exemple de la ville de Sokodé, nous avons constaté que les déchets solides sont rejetés dans les ruisseaux, et notamment le ruisseau Kondjo qui a attiré notre attention. Parce que dans la ville de Sokodé, on a 3 ruisseaux, le ruisseau Ata, Pandi et Kondjo. Mais Kondjo à lui seul draine 13 quartiers. Et les enquêtes que nous avons menées ont révélé que 70% des ménages riverains de ce ruisseau ne sont pas abonnés au service de pré-collecte. Et pourtant génèrent des déchets qui sont probablement rejetés dans ce ruisseau. À l'issue des résultats que nous avons obtenus, nous avons établi qu'il y a effectivement une dégradation de la qualité des eaux là, du ruisseau Kondjo. Et ces eaux sont utilisées malheureusement par les populations et les populations riveraines. Donc, nous avons proposé un schéma directeur de gestion de ces déchets pour éviter qu'ils se retrouvent encore dans les ruisseaux. La problématique sur la gestion des déchets urbains solides et liquides dans la ville de Sokodé, Nital Mbalkin Krou en a justement fait le sujet de sa thèse de doctorat à l'université de Kara, ce qui lui a valu la mention très honorable. Il est ainsi le premier étudiant de l'université de Kara à soutenir sa thèse de doctorat après l'adoption du système LMD. Il est également lauréat du premier prix du concours Ma thèse en 180 secondes avec le même sujet. La chef du gouvernement, Victoire Tobiga Dogbe, continue sa visite des réalisations de l'État dans la COSA. Hier, vous avez suivi sa visite de la ZAP PIA
Aujourd'hui, nous ferons un retour sur sa visite au barrage de la Koza où le gouvernement a entrepris des travaux de renforcement de la capacité de production en vue de mieux satisfaire les besoins des populations de Kara et de ses environs. Sur place, la chef du gouvernement a pu constater l'état d'avancement des travaux. Yves Agbevivi. Elle est bordée de collines qui lui fournissent l'eau nécessaire pour la desserte des populations de la ville de Kara et de ses environs. Voici la cuvette semi-naturelle, le barrage de la Koza, érigé en 1978 et dont la capacité devient de plus en plus insuffisante pour couvrir la demande vu la pression démographique. Madame le Premier ministre, poursuivant sa visite de terrain dans la Koza, est venue constater l'état d'avancement des travaux de renforcement de la capacité de production de ce barrage. Les travaux ont avancé et les populations de Kara, Pagouda, Ketao et des localités environnantes n'auront plus de soucis en matière de desserte en eau potable. Il était question de trouver des solutions, donc de renforcer la capacité de production par le dédoublement de la station de traitement et la construction d'un second bac de stockage en vue d'augmenter effectivement la capacité et pouvoir satisfaire la demande. Donc c'est tout l'objet de ce projet qui fait la visite de Madame le Premier ministre. Comme nous le savons, le chef de l'État accorde une importance capitale aujourd'hui à l'eau. Lors des 2 jours de séminaire, il n'a cessé de prononcer l'eau. Et donc, un tel projet viendra soulager toute la ville de Kara, la ville de Pagouda, de Ketao et tout ça. Donc, nous avons constaté l'état d'avancement des travaux. Nous sommes quand même satisfaits du fait que d'ici la fin de l'année, on aura bouclé la grande partie du travail et se prémunir de la saison sèche à venir. C'est surtout l'enjeu. Madame le chef du gouvernement a pu visiter le site du barrage, l'ancienne et la nouvelle station de traitement, de même que l'ancien et le nouveau bac de stockage. Elle a apprécié l'état d'avancement des travaux tout en encourageant l'entreprise à la célérité. Pour elle, les structures impliquées dans la desserte en eau potable doivent marcher avec la vision gouvernementale, notamment généraliser l'accès à l'eau potable à toute la population togolaise d'ici à 2025. Lutte contre la méningite dans notre pays, l'OMS appuie la campagne vaccinale. Elle a démarré le 29 juillet dernier et va s'étendre jusqu'au 4 août. Les régions plateau, centrales, Kara et Savane y sont concernées. La campagne a été lancée à Ketao, dans la Bina. Nestor Mouzou. La campagne de vaccination contre la méningite lancée au centre médico-social de Ketao dans la Bina va toucher 4 régions, Savane, Kara, Centrale et Plateau. Dans les régions Kara et Savane, l'âge de la cible est compris entre 1 et 29 ans. Dans les plateaux et la centrale, ce sont les enfants de 1 à 8 ans qui seront vaccinés. Nous avons à cet effet fait des équipes. Il s'agit des équipes en poste fixe, des équipes en poste avancé et des équipes aussi en stratégie mobile. Dans les centres de santé, nous aurons des postes fixes. Et dans les villes ou villages, nous aurons aussi des places publiques où nous pouvons faire des postes fixes. Mais au-delà de 5 km, l'infirmier et son équipe vont se déplacer et, en entente avec la communauté, proposer un poste de vaccination où l'accessibilité est facile. C'est ce que nous appelons les postes avancés. Et enfin, là où c'est difficile au-delà de 15 km, c'est là les équipes vont se déplacer avec des véhicules et arriver déjà, il y a un calendrier qui est partagé au niveau de la communauté. Les lieux seront connus. Comme souvent, cette nouvelle campagne sera menée avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dont le chef de file est l'Organisation mondiale de la santé, OMS. C'est un vaccin sûr, efficace et sans danger qui a obtenu l'homologation, l'approbation de l'Organisation mondiale de la santé pour son utilisation. Donc, je voudrais rassurer la population que l'OMS garantit la qualité de l'ensemble des médicaments et des vaccins qui vont être utilisés au cours de cette campagne. Il n'y a pas de résurgence de la méningite au Togo, mais le gouvernement préfère prévenir que guérir. L'amélioration de la santé de la population est une priorité pour le gouvernement du Togo. C'est dans ce cadre que cette campagne intégrée de vaccination contre les méningites et de supplémentation en vitamine A et des parasitaires des enfants est organisée dans le pays. Nous avons officiellement lancé cette campagne intégrée le 29 juillet 2021 et cette campagne s'étend jusqu'au 4 août 2021 pour prévenir
contre les méningites qui sont très meurtrières et pour qu'on administre la vitamine A pour la bonne croissance des enfants et pour déparasiter les enfants afin qu'ils soient prévenus contre la malnutrition et les anémies. Les partenaires et les autorités du ministère de la Santé ont lancé un appel aux populations pour qu'elles se mobilisent et adhèrent à cette campagne de vaccination afin que celle-ci atteigne les objectifs fixés. Ceux qui continuent de croire que le coronavirus n'existe pas, il suffit de faire un tour au CHR Lomé Commune et vous changerez d'avis. C'est une évidence. Cette pandémie qui nous poursuit jusqu'à notre dernier retranchement fait tellement de victimes. Une de nos équipes a suivi la réanimation d'un patient dans la zone dite rouge, c'est-à-dire difficile d'accès au CHR. Je vous laisse suivre ce sujet de Dodo Ouari. Aspiration, ça marche. 11h45, CHR Lomé Commune. Ce malade de Covid-19 est en détresse respiratoire. Ça va aller vite. 100% d'oxygène et pourtant le patient respire à peine. Monsieur, respirez. Monsieur, respirez. Dernier recours, le réanimer de toute urgence. La fentanyl. Fentanyl, oui. Il fait 300. Vas-y, fentanyl. Il fait 100 mg, 100. ECC. C'est bon. Saturation, s'il vous plaît. Saturation. Propofol. 5 cc. C'est bon. J'ai un monsieur qui désaturait en bas de 60%. Ce qui nécessitait de passer de la ventilation non invasive à la ventilation invasive. Donc il faut l'endormir. Le malade est plongé dans un coma artificiel. Tout un arsenal de réanimation déployé, mais le pronostic vital ne semble pas réjouir le réanimateur. Il est toujours à 60%. Ce qui serait l'idéal, c'est qu'il soit au-delà de 90%. Donc, malgré l'intubation, malgré la machine, les paramètres ne sont pas très bien. Donc, le pronostic du patient est réservé. Donc, nous allons continuer la réanimation et nous allons voir ce que ça va donner. Près d'une heure pour sauver un seul patient. Aux côtés du malade, au moins 3 agents en renfort au réanimateur. Tous désemparés face à l'instabilité du malade. Si la situation leur échappe presque, l'espoir reste leur force. Le respect des mesures barrières reste notre seul salut face à cette pandémie qui nous menace au quotidien. Il faut aussi et surtout se faire vacciner. Et la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit à ce jour, dimanche. Le nombre de cas confirmés est de 15 870, 112 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 14 493, 43 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1224. Le nombre de décès est malheureusement de 153. Un nouveau décès depuis hier chez une personne non vaccinée et porteuse de comorbidité. Ce communiqué est rendu public par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiyawa. Hors du Togo, direction Centrafrique, un village au nord du pays a été attaqué par des rebelles samedi. Au moins 6 civils ont été tués. La situation est sous contrôle et des patrouilles ont été conduits dans le village et ses alentours par des casques bleus. Et en Libye, Saïf al-Islam Kadhafi, fils du guide libyen Muammar Kadhafi, veut restaurer l'unité perdue de son pays après une décennie de chaos. Il évoque sa candidature à l'élection présidentielle prochaine.
Retour au Togo, ils ont servi dans l'armée. Aujourd'hui, ils sont admis à la retraite. Ils vont pouvoir se reposer. 6 militaires du 4e régiment d'infanterie ont reçu des hommages dans la région des Savanes, une reconnaissance des plus hautes autorités des forces armées togolaises à l'endroit de ces vaillants hommes et qui ont servi sous le drapeau togolais. Gérard Lagoudou. Durant une vingtaine d'années, ils ont loyalement servi dans la discipline sous le drapeau. 3 sous-officiers et 3 militaires du rang se séparent de leurs armes et de tous ceux qui les accompagnent. Ils sont admis à faire valoir leur droit à la retraite d'ancienneté dans les forces armées togolaises le 30 mai dernier. Ici, au 4e régiment d'infanterie du camp Nioukouma, un hommage leur est rendu. L'armée tout entière vous rend hommage. Devant le président de la République, je vous décerne le certificat de service accompli et vous convie à garder toujours partout l'esprit de défense. Ils s'en vont ainsi jouir de la vie civile avec toutes les admirations de leurs familles respectives et sous le regard nostalgique de leurs frères d'armes avec qui ils ont servi le Togo. Une nouvelle vie qui appelle à d'autres défis à relever. La carrière militaire, comme toute carrière d'ailleurs, a un début et une fin. Très cher ancien, le chef de l'État, dans sa vision de créer un cadre institutionnel cohérent pour permettre aux militaires ayant quitté l'institution de continuer à apporter leur expertise, mais aussi d'être des animateurs du raffermissement du lien armée-nation, a créé la réserve opérationnelle. Je tiens à rendre hommage, appuyé au chef de l'État, chef des armées, pour sa décision clairvoyante d'offrir une entité dédiée aux militaires retraités qui remplissent certains critères. J'ose espérer que bon nombre d'entre vous ici intégreront notre 5e pilier. Ils ont été exhortés à être des modèles en matière de civisme, d'éthique et de déontologie et refléter la devise de la grande famille des armées, valeur et discipline. La nouvelle est tombée depuis vendredi. Jacob Devarieux n'est plus. Il était l'un des fondateurs du groupe Kassav. Le gérant Devarieux avait fait un featuring avec les Toufan du Togo. Ces derniers en concert depuis les États-Unis ont réagi. Toto Patrick a réagi également suite au décès de ce musicien suivi. C'est un père, c'est un monument, c'est une légende. C'est une des personnifications rarissimes de la musique. Et nous, quand même, au cours de notre carrière, on a eu la chance de collaborer avec ce monsieur parce qu'on a grandi avec sa musique. Et pour nous, c'était un rêve. On a fait des scènes avec lui. Vraiment... Pour nous, c'est plus qu'un rêve d'avoir collaboré avec Papa Jacob parce que nos parents nous ont fait écouter du Kassav et nous, on a vraiment grandi avec cette musique. Elle était, je sais pas, je vais dire, on a tiré aussi quand même beaucoup d'inspiration dans du Kassav. Et aujourd'hui, la nouvelle, elle est tellement triste que on ne peut que demander courage à toute sa famille et courage au groupe Kassav. Maintenant, c'est difficile les choix du Seigneur, mais c'est arrivé, qu'il repose en paix et que tout compte fait, on sait que sa musique va continuer à résonner. Toujours, toujours. C'est un grand homme, c'est un monument de la musique qui vient de partir. Il m'a beaucoup inspiré. Jacob Devarieux m'a beaucoup inspiré. Je pense encore à son style, à sa voix, la façon dont il manie la guitare. C'est le roi du zouk. Voilà, et les réactions continuent de tomber. À 65 ans, Jacob Devarieux est décédé des suites du Covid-19. Le groupe Kassav, c'était lui, avec sa complice de toujours, Jocelyne Bérouard. Durant plus de 4 décennies, ils ont façonné et exporté la musique antillaise moderne. Et suivez donc son parcours. Une voix incomparable, celle de Jacob Devarieux. Chanteur, mais aussi guitariste.
Des cordes qu'il a triturées dès l'âge de 10 ans en commençant avec des notes de blues. Moi, j'ai commencé par le blues. Tu vois, j'ai commencé, tu sais, les guitaristes, souvent, on commence par le blues parce que ça a l'air plus facile que le reste. Bon. Et puis, après, je me suis rendu compte que finalement, oui, c'était une définition par rapport à une région, quoi, tu vois, bon. Mais que l'essence même, c'est la même que tu ailles en Jamaïque, en Guadeloupe, je sais pas moi. Et même en Afrique. Oui, même en Afrique, au Kenya ou n'importe où. Ce sont les mêmes gens qui transmettent les mêmes choses. Né à Paris en novembre 1955, Jacob Desvarieux passe son enfance entre les Antilles, Paris, le Sénégal et Marseille. C'est dans cette ville du Sud que naît son amour pour les arrangements musicaux. En 1979, il rencontre Georges Décimus à Paris. Ensemble, ils fondent le groupe Cassave et donnent naissance au zouk. En faisant de l'alchimie, des expériences, on a fini par se rencontrer entre Georges Décimus, Jean-Claude Némon et moi. Et je crois que c'est cette rencontre-là qui a fait vraiment la formule zouk. Le style Cassave explose aux Antilles puis envahit le monde. Premier groupe noir à se produire en URSS, premier groupe français à remplir le Stade de France. Depuis une vingtaine d'années, Jacob Desvarieux luttait contre un diabète agressif, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre sa carrière jusqu'au bout. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.